pour cette nouvelle semaine de collection sur le thème des voyages inattendus. Est-ce que tout le monde m'entend et me voit? Alors du coup, n'hésitez pas à mettre un petit message sur la barre de chat. Ok, bonjour Edwige, bonjour Sacha, bonjour Aline. Ok, super. Donc du coup, si vous avez des problèmes tout au long du webinaire, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je suis votre assistante technique. Donc voilà, c'est moi qui gère les petits problèmes. Donc du coup, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Rémi. Du coup, je travaille chez Together et je suis accompagné de Bianca de Matiti Safari. Donc du coup, Bianca va vous présenter une collection sur la Namibie qui est les voyages inattendus. Donc ce webinaire va se dérouler en deux parties. La première partie sera une présentation et la deuxième partie sera une partie questions-réponses. Donc du coup, tout au long de la présentation, n'hésitez pas à poser des questions. Comme ça, Bianca reviendra à la fin de la présentation, dans la partie questions-réponses, et vous répondra à toutes ces questions. Donc voilà, comme ça, vous perdrez pas le fil. Du coup, pour poser une question, sur la barre de chat, vous avez un point d'interrogation. Vous cliquez dessus et vous posez votre question. Voilà. Si ça n'a pas été clair ou quoi, n'hésitez pas à me reposer la question et voilà. J'ai tout dit maintenant. Je laisse la parole à Bianca et je vous souhaite un très bon webinaire. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Alors, comme il a dit Rémi, je m'appelle Bianca. Je suis gérante de Matiti Safaris, que j'ai créé avec mon partenaire qui est français il y a à peu près 20 ans. Et merci de votre présence. Et puis, n'hésitez pas, comme il a dit Rémi, de demander des questions à la fin du webinaire. Je vais commencer avec une petite présentation sur qui nous sommes, sur la Namibie, quelques informations générales sur certaines régions à visiter, surtout ceux qui concernent aussi le circuit que je vais expliquer à la fin. Et puis ensuite, je vais être contente de répondre à toutes vos questions. Voilà. On va démarrer alors. Le thème d'aujourd'hui, c'est la Namibie, les voyages inattendus. Alors, juste d'abord, introduire un peu Matiti Safaris. Alors, on a été créé en 1999. Avant, on était guide avec mon partenaire Gwendal. Moi, j'étais guide pendant à peu près 5 ans. Gwendal était guide pendant à peu près 10 ans. Ce qui nous a donné un grand avantage quand on a créé Matiti Safaris parce qu'on connaissait le terrain comme notre poche. Et du coup, ça nous a vraiment beaucoup aidé à créer des circuits équilibrer au maximum, encourager les clients à prendre un peu de temps en Namibie, parce que souvent, en fait, ils espèrent de tout voir en très peu de temps, et c'est dommage parce que la Namibie, ça doit se déguster. Voilà. Alors, en bas, vous avez une petite photo de notre équipe. On est en ce moment à peu près 60 personnes. Cela inclut l'équipe de réservation, la comptabilité, mais on a aussi à peu près en ce moment entre 15 et 20 guides permanents qui travaillent avec nous, dont une dizaine de guides francophones qui parlent aussi soit l'italien, soit l'espagnol, certains qui parlent même l'allemand et d'autres langues. Et ça nous permet bien sûr une certaine flexibilité quand on doit mettre les guides sur nos circuits. On essaie toujours bien sûr de mettre les guides les mieux adaptés pour le voyage. On a aussi à peu près 10 guides namibiens dont on leur apprend le français ici sur place chez nous. Et à peu près 5 de nos guides, aujourd'hui, ils sont capables de faire des circuits en français. Et les clients, ils adorent ça parce que pas seulement ils ont un Namibien qui leur parle en français, mais aussi ils ont quelqu'un qui a une autre approche parce que souvent ils connaissent des gens sur la route. Ça fait en fait un voyage beaucoup plus personnalisé qui est très, très sympa. Alors nous, en fait, au début, notre spécialité, c'était vraiment le marché francophone. Et même aujourd'hui, entre 80 et 80, pardon, 10% de nos clients, ils viennent des pays francophones. La plupart de France, mais aussi d'autres pays comme la Belgique, la Suisse, Canada. Voilà, alors on a quand même des clients qui viennent de régions différentes. On propose des circuits privés, soit en avion, soit avec guide
soit en autotour. Et ce qui est sympa en Namibie, c'est qu'on peut combiner les trois aussi. Ça fait définitivement partie des choses inattendues qu'on peut proposer en Namibie. Mais on a aussi des circuits regroupés en petits groupes de maximum 8 ou 9 personnes. En fait, c'est entre 7 et 9 personnes. Ça dépend des types de circuits. Et ça fait à peu près plus, on a à peu près plus que 50 dates de départ sur l'année. Et cela vous permet, en fait, si jamais vous avez des clients qui veulent partir avec un guide, mais qui n'ont pas forcément le budget de le faire en privé, de partir avec un petit groupe, sans être trop nombreux, avoir les services du guide, mais tout ça pour un prix qui est beaucoup plus intéressant que s'ils devraient partir à deux, ou des fois même à quatre, par exemple. Et ces circuits regroupés, ils ont été établis en fait spécialement pour des tours opérateurs et les agences de voyage qui n'ont pas la possibilité d'avoir leur propre regroupé, mais qui cherchent ce type de service quand même. Alors là, vous avez une petite photo d'un groupe, une petite famille d'éléphants du désert dans la région du Damaraland. Alors, un autre point fort de Matiti Safari, c'est qu'on a nos propres véhicules 4x4. À ce jour, on en a à peu près 25. Alors, on a des véhicules de 10 places. À votre gauche, le véhicule qui paraît très long, un peu comme une limousine. C'est des Toyota Land Cruiser, parce que c'est quand même des voitures, à mon avis, le mieux adaptées pour le voyage en Afrique. Et celles-là, ils ont 10 places, mais on conseille de ne pas mettre plus que 8 personnes, juste pour leur laisser un petit espace et que ça ne soit pas trop serré, parce que les routes sont quand même assez longues. En moyenne, 5 à 6 heures de route par jour. Ça dépend bien sûr de la journée. Mais si vous mettez que 7 personnes, tout le monde a une place à la fenêtre garantie. C'est très intéressant de savoir. Ou sinon, vous avez le modèle un peu plus court, qui a un maximum de 7 places, mais là aussi, on ne conseille pas plus que 5 personnes par voiture pour avoir tous ces places à la fenêtre. 6, c'est possible aussi, mais 5, c'est vraiment parfait. Toutes nos voitures sont climatisées. Alors ça, c'est pas mal. Après, il faut quand même réaliser qu'en Namibie, il y a certaines portions de pistes qui peuvent être vraiment très, très difficiles. Surtout le plus qu'on s'avance vers la haute saison, le plus de monde a déjà emprunté certaines pistes. Et même si on a notre propre workshop qui s'occupe de nos véhicules pour être sûr qu'ils sont toujours dans le meilleur état possible, avec les pistes qui sont beaucoup de taux ondulés, souvent, il y a quand même des choses qui peuvent se casser sur la route et il faut bien prévenir les clients de ça. Par exemple, la clim, malheureusement, c'est quelque chose qui peut tomber en panne en cours de route et ce ne concerne pas une mauvaise maintenance ou quelque chose comme ça. C'est tout simplement les taux ondulés qui, des fois, font bouger la voiture pendant des heures et des heures et puis à un moment ou à un autre, même les meilleurs 4x4 ne peuvent pas résister. Ceci dit, c'est vraiment le voiture le mieux adapté pour la route en Namibie. Voilà, une petite levée du soleil en montgolfière. Voilà. Alors, un peu sur la Namibie, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude encore de la vendre. La Namibie, c'est vraiment un pays qui est exceptionnel. Et moi, je dis toujours, vous pouvez le réserver soit pour les clients qui n'ont jamais été en Afrique, parce que c'est l'Afrique douce, on commence en tout gentillesse, de voir comment ça marche en Afrique. On n'est pas très nombreux, forcément ça change beaucoup, on est à peine 3 millions, même pas 3 millions de personnes dans tout le pays entier. Mais c'est aussi le pays qu'on peut visiter, qu'on a quasiment déjà tout vu en Afrique, parce que les paysages sont tellement changeants tout le temps, c'est tellement impressionnant. Des fois, de voir les animaux dans cette nature, des fois un peu rude et un peu difficile, mais très contrastée, c'est vraiment un aspect complètement différent de ce qu'on peut faire dans d'autres pays en Afrique. Alors, la Namibie nous offre vraiment énormément de choses, la découverte, des activités aventures, comme on peut faire beaucoup de marches, randonnée à cheval, il y a beaucoup d'activités à Swakopmund, le ballooning. Ça nous donne une sensation de liberté parce que souvent on est sur les pistes et on est toute seule, même si on est en haute saison. Des fois, ça peut faire un peu peur aux gens, mais il faut dire quand même que c'est vraiment très très bien organisé. Il y a très peu de chances de se perdre. Même si on ne voit pas beaucoup de monde sur la piste, à un moment ou à un autre, il y a toujours quelqu'un qui passe à côté de nous.
Et ça, c'est un des grands points forts de beaucoup de personnes et que beaucoup de personnes nous disent, c'est cette sensation de liberté. Les gens en Namibie sont très gentils aussi, on ne l'a même pas marqué. Ah si, c'est de l'autre côté, pardon, je ne l'avais pas vu. Mais on a des gens qui sont vraiment très gentils. Une remarque qui revient très souvent, c'est que les Namibiens sont très accueillants. Après, on s'occupe aussi beaucoup de notre environnement, de notre nature. Certes, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des fois des erreurs de jugement dans certaines activités qui sont organisées. Mais en gros, la plupart des gens qui sont dans le tourisme et même dans d'autres secteurs du pays sont très intéressants et très intéressés à conserver notre environnement et à la garder aussi belle qu'elle est en ce moment. Ça, c'est un paysage en fait de la région du Damaraland quand on va en direction de Palmvart depuis Tweefelfontein, pour ceux qui connaissent un peu la Namibie. Alors, juste pour vous situer quand même un peu le pays, alors la Namibie, dans un très beau orange, est entourée par l'Angola, la Zambie, Zimbabwe, Botswana et l'Afrique du Sud. On est de la taille de la Namibie, c'est à peu près 825 000 km². Ça fait à peu près une fois et demie la France, pour ceux qui sont intéressés. Plus que 17% du pays sont en fait des zones protégées. Notre langue officielle, c'est l'anglais, mais ici, on parle beaucoup aussi l'allemand, l'afrikaner, qui est à l'origine du néerlandais, et bien sûr, beaucoup de langues locaux, dont la plus importante, c'est le Shivambo, qui est parlé par plus que 50% de la population. Notre capitale, c'est Windhoek, et on a à peu près 300 000 habitants à Windhoek. Juste à titre pour information, l'euro en ce moment, 1 euro vaut à peu près 16 dollars namibiens. On est desservi par des vols internationaux tous les jours avec Qatar, Ethiopian, KLM, Lufthansa et notre propre compagnie Air Namibie qui a un peu eu certains problèmes dans le passé. J'espère que ça va être un peu mieux réglé cette année. Mais voilà, c'est vrai que c'est dommage qu'ils ont un peu du mal parce qu'ils ont des supérieures heures d'arrivée et de départ qui permet de vraiment avoir encore des journées complètes pour profiter. Et il y a très peu de décalage horaire. Ça, c'est toujours très important aussi parce que c'est forcément beaucoup plus facile pour les clients quand ils arrivent, quand il n'y a pas de décalage horaire, ainsi que pour nous de travailler ensemble. Selon les saisons, soit il n'y a aucun décalage horaire, soit il y a 1 heure maximum. En ce moment, il y en a 1 heure. Voilà, une petite famille de lions autour d'un point d'eau à Etosha. Oups. Et voilà. Alors, je vais vous donner juste un peu d'informations sur quelques régions qui sont très visitées, mais qui font aussi partie de notre voyage inattendu. Et bien sûr, je vais commencer avec le parc d'Etosha, que la plupart d'entre vous connaissent sûrement. Alors, c'est un parc vraiment exceptionnel pour avoir été guide pendant très longtemps. J'adorais faire des safaris à Etosha. Il est à peu près, pas tout à fait, mais à peu près la taille de la Belgique, juste par intérêt. Il est entouré il est en fait enfermé. Ceci dit, les éléphants, par exemple, on les garde pas dedans, même s'il y a des clôtures. Eux, ils passent, ils suivent la pluie en général. C'est-à-dire quand il commence à pleuvoir dans le nord, les éléphants, ils vont partir, ils vont casser les barrières, ils vont sortir. Il y a 114 espèces de mammifères, dont 4 des Big Five. Il n'y a pas de buffles, parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour les buffles. Et bizarrement, on a cette question assez souvent, alors du coup, je l'ai quand même mentionné. Là, le parc d'Etosha est ouvert toute l'année, même en saison de pluie. Alors, bien sûr, en saison de pluie, on voit un peu plus difficilement les animaux, parce que ce qui est intéressant à Etosha, c'est les différents points d'eau qui nous permettent des fois de voir des rassemblements d'animaux. On peut avoir entre 5 et 10 différentes espèces d'animaux qui viennent à ce point d'eau parce qu'ils trouvent de l'eau nulle part ailleurs. Alors, en saison de pluie, bien sûr, il y a de l'eau un peu partout et les animaux s'éparpillent un peu. Ceci dit, moi, je dis, il faut toujours venir en Namibie 2 fois. Une fois en saison sèche, parce que les paysages sont tellement différents, et une fois en saison de pluie. Moi, ce que j'adore dans la saison de pluie, en fait, comme par hasard, les 2 photos que vous voyez en bas d'ailleurs, c'est juste après la saison de pluie, ça fait quand même beaucoup plus riche en végétation. Et en fait, quand vous voyagez en saison de pluie, je trouve que c'est exceptionnel pour les photographes
parce que vous avez des fois ces nuages en arrière-plan du ciel bleu, ça fait très puissant comme image et ça peut vraiment faire des super photos et des super, même si vous ne prenez pas des photos, des super vues qu'on a sur le parc Etosha. Après, un autre point fort de venir en saison de pluie, si vous avez les naissances de tous les petits animaux. Alors ça, c'est super sympa aussi de voir les springboks, les petits springboks, les petits impalas, les girafes, tout ça qui sont un peu partout. Ça change vraiment les safaris, je trouve. Ça rajoute un petit côté très sympathique. Voilà. Alors, ça c'est juste la photo d'un village Imba dans la région tout à fait au nord, près de Serakafema. On a ensuite le Kaokoland et le Damaraland qui se trouvent, vous allez voir, j'ai quand même fait un petit cercle autour de la région. Ça, pour moi, c'est une des plus belles régions de la Namibie. C'est vraiment là où j'ai adoré faire des circuits, parce que c'est plus sauvage, mais parce que les paysages sont très, très variés. On peut faire, par exemple, 1 à 2 heures de route et vraiment on voit des paysages complètement différents. Et beaucoup de clients le confirment aussi. C'est vraiment très beau. Alors, je commence avec tout à fait au nord. On a le Kaokoland et le Chutipupa. Là, c'est vraiment c'est un territoire qui peut être quand même assez sec, mais on a les Chutipupa qui sont dans la photo à droite en bas, qui sont magnifiques. Ça fait vraiment comme un petit paradis créé par un jardinier. C'est quelque chose de très particulier. Mais bon, je pense que je suis pas sûre qu'un jardinier pourrait faire quelque chose d'aussi joli. Alors, c'est très, très sympathique comme endroit. Ensuite, on a la rivière Wanip qui est un peu plus vers le bas. Là, c'est très sympa pour voir les éléphants du désert, les girafes. Moi, je conseille de faire une journée entière d'excursion parce que ça nous permet vraiment de se dépayser complètement. La région de Palmar et Grotter, c'est là où vous voyez les 2 girafes. C'est encore des paysages vraiment différents. C'est un paysage qui est parsemé de pierres rouges avec des très jolies forbes vertes. Ça fait des contrastes magnifiques. Fontaine, la plupart de vous, je pense, d'entre vous vont le connaître. C'est là où on trouve les gravures rupestres. C'est surtout des gravures rupestres. Il y a aussi quelques peintures rupestres. Et en fait, c'est un site reconnu par l'UNESCO. C'est un site qui est très intéressant aussi. Pas seulement pour les gravures et les peintures rupestres, mais aussi le grand rocher, la grande montagne rouge. C'est très beau. Et pour finir, la côte squelette. La côte squelette qui en fait, tout au long de notre côte ouest, depuis l'Angola jusqu'en bas en direction de Swakopmund. Elle a vraiment des paysages très variés, très différents. C'est assez mythique comme endroit. On l'appelle la côte squelette d'ailleurs à cause de toutes les squelettes des baleines qui datent du temps quand il y avait la chasse aux baleines. Une petite photo d'une excursion dans les dunes. Ça, c'est par contre au sud de Swakopmund. Et on a les 2 villes côtiers, Swakopmund et Walvis Bay. Alors, en général, dans le voyage qu'on fait par la route, on est presque obligé de passer à Swakopmund, même si on peut trouver un moyen de l'éviter pour les clients qui n'aiment pas du tout passer par là. Mais Swakopmund, c'est une station balnéaire qui est entourée, en fait, d'un côté, vous avez la mer, et de l'autre côté, il y a les déserts et les dunes. Et c'est un endroit très, très sympa pour faire beaucoup, beaucoup d'activités. On a les excursions en bateau, les excursions en 4x4 dans les dunes. On peut faire du quad, du fat bike, des marches de nuit pour aller voir les animaux qui vivent, les tout petits. Maintenant, c'est le small five, c'est pas le big five. Il y a énormément de choses à voir. Walvis Bay, c'est juste à 30 km de Swakopmund. Et c'est un peu identique. On peut vivre dans l'une ville ou dans l'autre pour faire participer à ces activités. Ce qui est très sympa à Walvis Bay aussi, c'est le lagon, où on peut voir énormément d'oiseaux marins. Alors, pour ceux qui adorent les oiseaux, c'est vraiment le parfait endroit pour passer toute une matinée même.
Et on arrive sur un de nos paysages les plus belles, les dunes de Sossusvlei, de la région de Sossusvlei. Alors, Sossusvlei et Deadvlei, c'est vraiment les dunes qui sont les plus accessibles pour nous tous. Les autres dunes, il y a des endroits qui sont accessibles, mais seulement si on passe par des concessionnaires et souvent si on fait des excursions qui durent plus longtemps, c'est-à-dire des voyages carrément de 4-5 jours, vraiment faire quelque chose d'un peu plus approfondi en 4x4 dans les dunes. Il y a énormément de choix d'hébergement dans la région de Sossusvlei et de Deadvlei. Alors, on ne peut pas dormir dans Sossusvlei ou Deadvlei, parce que ça, c'est vraiment les sites qu'on visite à l'intérieur du parc. Mais on a maintenant deux lodges à l'intérieur du parc, dont un qui appartient en fait, un semi-gouvernemental et un tout nouveau lodge qui s'appelle Dead Valley Lodge, qui se trouve aussi à l'intérieur du parc. C'est-à-dire, on a beaucoup plus de choix maintenant en ce qui concerne les hébergements dans le parc. Mais il y en a aussi beaucoup de lodges à l'extérieur, de tous différents budgets. Ceci dit, en août, on a quand même du mal à en trouver. Et après, la réserve du Namibrand, qui est un peu au sud de Sesriem. Alors, selon le lodge, surtout si on est dans le lodge de Wolvedans, moi, je conseille de considérer cette partie-là, cette réserve-là, comme une destination à part de Sesriem. C'est-à-dire que si on combine Wolvedans, si on veut voir les dunes de Sossusvlei, mais on veut aller à Wolvedans, je conseille d'être en fait en deux différents hébergements pour pas être trop loin de Sossusvlei et après profiter bien de la réserve de Namibrand qui est vraiment magnifique. Ça, c'est une photo de la région du Damaraland encore. Alors, on va arriver au voyage inattendu. Alors, je ne vais pas parler tout de suite du programme, parce qu'on en avait fait un programme pour les collections inattendues de Together. Mais ce que je voudrais déjà dans un premier temps, c'est juste donner quelques autres idées des choses que vous pourriez faire qui ne sont pas du tout dans ce programme, ils ne sont pas représentés dans le programme dont je vais parler. Il y a par exemple la marche au plateau d'Etendeka. C'est une marche qui dure 2 jours, qui est dans un paysage qui est vraiment très unique et différent. Et en fait, on passe d'un camp à l'autre. On a notre propre guide dans des groupes de maximum 8 personnes. Ça permet Voilà. Ensuite, une balade à cheval avec une nuit en tente, par exemple, ça peut être quelque chose de très sympathique. C'est bien sûr important que les gens, ils aiment au moins faire un peu du cheval. Il n'est pas essentiel d'être très expérimenté, mais voilà, il faut aimer le faire. Il faut être un peu aventurier. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on part l'après-midi avec les chevaux. On dort en plein milieu du désert, sous la tente, ou si on veut, on peut dormir aussi sans tente. Le choix est laissé au client. Et le lendemain matin, on revient au lodge. Celle-là est fait avec le Desert Homestead Lodge, par exemple. Et un produit qui est tout nouveau, qu'on n'a même pas encore eu le temps de mettre dans aucun de nos programmes à ce jour, c'est les excursions en catamaran depuis Walvis Bay et qui se combinaient avec du 4x4 vers Sandwich Harbour. Alors en fait, ce qui se passe, c'est pour les petits groupes de 6 personnes, maximum. Alors les clients, ils partent depuis Walvis Bay pour une excursion en catamaran qui dure quand même à peu près toute la journée jusqu'à Sandwich Harbour. Là, ils vont dormir une nuit sur le bateau. Le lendemain, il y a des 4x4 qui viennent les prendre et qui les amènent pour visiter le désert aux alentours de Sandwich Harbour. Ça comprend l'embouchure de Cuisep, ça comprend des bateaux échoués qui sont dans cette région-là. Et en fait, on passe la deuxième nuit sous tente dans le désert. Pour les gens qui veulent, par exemple, faire cette style d'activité, elle est très sympa pour un peu s'échapper des endroits où il y a beaucoup de monde. Il n'est même pas essentiel après d'aller dans le dune de Sossusvlei parce que ça permet quand même d'avoir cette vraie expérience désert, mais on est quasiment tout seul. Voilà. Alors là, on va passer maintenant à alors ça, c'est juste une petite vue en avion depuis du désert du Namib. Et on va passer maintenant au programme
de voyage inattendu que je vais ouvrir pour vous tout de suite. Voilà. Alors, pour cette collection des voyages inattendus, nous avons choisi un programme c'est quand même un programme plutôt haut de gamme. Je dirais entre 3,5, 4 étoiles jusqu'à. Alors, ce qui est très important à savoir en Namibie, c'est qu'il n'y a pas d'étoilage officiel pour les hébergements. Notre NTB, Namibia Tourism Board, ils ont pour projet depuis plusieurs années de créer un système de classification pour nos hébergements, mais à ce jour, ce n'est pas fait parce qu'ils n'en ont pas assez d'inspecteurs. Alors nous, en fait, on a donné à l'intérieur de Matiti Safaris nos avis personnels sur chaque hébergement en tenant compte de l'exclusivité de l'hébergement, de ce qu'il propose, du service, de comment il est placé, de la qualité des chambres, qualité du service, toutes ces choses-là. Alors, il faut savoir que, et c'est le cas pour la plupart des tour opérateurs réceptifs, c'est que chacun donne un peu son avis personnel parce qu'il n'y a pas vraiment de classification officielle. Alors, certains lodges, ils sont donnés eux-mêmes leur classification en fonction du niveau comparé au niveau international. Mais voilà, à ce jour, on attend encore d'avoir quelque chose de la part du gouvernement. Alors, je peux vous envoyer avec plaisir, en fait, ce document. Là, pour l'instant, je vais juste expliquer un peu le voyage. Alors, les clients, ils arrivent à l'aéroport international de Windhoek. On a la première nuit à Windhoek. Windhoek, c'est pas très loin, mais il faut quand même savoir que c'est à peu près 45 minutes de route pour aller de l'aéroport jusqu'en ville. Ensuite, ils vont directement à Ongava, qui est dans le parc Tetosha. Alors, Ongava, c'est un des lodges très haut de gamme dans le parc, pas dans le parc Tetosha, il est juste au sud du parc Tetosha, de l'entrée du parc Tetosha. Il est en bordure avec le parc. Et là, on a choisi l'Ongava Tented Camp. Les clients, ils peuvent arriver vers midi. Et puis, en fait, ils ont tout compris, c'est-à-dire les safaris dans l'après-midi sur la réserve du lodge, ainsi que les safaris dans le parc Tetosha le matin avec le ranger du lodge aussi. Les safaris ne sont pas en privatif, par contre, sur cette formule-là. Là, les clients sont 2 nuits à Ongava Tented Camp. Ensuite, ils traversent en fait la partie tout à fait à l'ouest du parc Tetosha, la partie qui était il y a quelques années fermée au public en général et qui était ouverte qu'avec permis spécial pour des tour opérateurs. Ils traversent en fait pour faire un dernier safari en individuel avec leur voiture de location. Et là, ils ont la nuit au Ovatere Lodge. L'Ovatere Lodge étant beaucoup plus simple en fait que le Ongava Tented Camp. Après, il faut réaliser qu'en Namibie, des fois, surtout si on est en voiture, alors en avion, on est plus flexible, on ne peut pas toujours avoir le même niveau d'hébergement partout, parce que des fois, il n'y en a pas. Il y a juste un hébergement, voilà, comme par exemple au Ovatere Lodge. Il y a aussi le Dolomite Camp qui est un hébergement d'État, mais voilà, le niveau, il est à peu près pareil. Mais ça nous permet de faire la liaison vers le prochain endroit. Depuis Ovatere, les clients, ils vont continuer en direction de Cessfontaine. Là, ils vont laisser la voiture, le loueur va venir chercher la voiture de location et ils vont être transférés par le guide du Wanip Valley Camp jusqu'au lodge. Là, ils en ont 2 nuits dans le Wanip Valley Camp avec plusieurs activités qui sont proposées comme chercher les éléphants du désert, visiter un village Imba, faire des marches guidées. Il y a beaucoup d'activités. Moi, le Wanip, c'était un de mes endroits préférés que j'ai adoré partir avec des clients dans le Wanip. C'était vraiment une des journées qu'ils appréciaient le plus aussi. C'est vraiment sauvage. C'est quelque chose quand même de très, très unique. Ensuite, ils sont amenés en fait par un transfert jusqu'au Shipwreck Lodge. Attention, la distance paraît très petite, mais en fait, c'est 5 à 6 heures de transfert. Et ça dépend de ce qu'on voit en route, parce que si on voit des choses, ça peut durer même plus longtemps. Là, on a 2 nuits au Shipwreck Lodge. Le Shipwreck Lodge qui vient d'ouvrir il n'y a pas très longtemps et qui permet un accès au Skeleton Coast pour profiter de ces paysages magnifiques du Skeleton Coast. Et depuis le Skeleton Coast, ils prennent un avion pour aller dans les déserts du enfin, dans le Shipwreck Lodge, on est aussi dans le désert du Namib, mais pour aller au sud du désert du Namib, là, on va visiter Sossusvlei, Dead Vlei, tout ça. Là, on a mis 2 nuits Kulala Desert Lodge.
Bien sûr, il existe des lodges plus haut de gamme dans cette région. Selon le budget, tout peut être adapté. Et ensuite, retour sur Windhoek en petit avion privé également pour entrer à la maison ou rajouter une nuit à Windhoek si cela leur convient. Alors, dans les hébergements à Windhoek, on a choisi l'hôtel Heinitzburg, qui n'est pas dans le plus cher, parce qu'on voulait quand même garder un budget à peu près raisonnable tout en mettant des hébergements très, très sympathiques dans ce voyage. Alors là, on a l'hôtel Heinitzburg qui a été rénové il y a à peu près 1 an et demi et qui est vraiment un très bon service, un très bon standard avec une belle vue sur la ville de Windhoek. Ce jour-là, quand les clients sont à la Heinitzburg, c'est là aussi on fait l'accueil, on explique le voyage aux clients pour qu'ils puissent partir assez tôt le lendemain parce qu'il y a quand même à peu près 5h30 de route. Et vu que le Ongava Tented Camp est quand même très sympathique, on ne voudrait pas qu'ils arrivent trop tard à Ongava. Voilà, là on a alors 2 nuits au Ongava Tented Camp avec toutes les visites incluses. Comme j'ai mentionné, ensuite, il part en direction de Obatere Lodge. Et les safaris, vraiment, à travers le parc, c'est vraiment différent. Il y a quand même toujours beaucoup moins de gens qui passent de la région d'Okakuyo en direction de l'ouest du parc. Et ça donne une impression que ce soit plus sauvage. C'est très sympa. Je parlais justement avec des clients qui l'ont fait il y a même pas une semaine et qu'ils ont adoré. Ensuite, depuis Obatere Lodge, alors là, c'est une longue journée. Parce qu'en fait, les clients, ils ont à peu près 5 heures de route pour aller jusqu'à Sesfontein, où ils vont laisser la voiture. Et ensuite, il y a le transfert depuis Sesfontein jusqu'au Wanip Valley Camp qui dure encore 2 heures. Ce transfert, en fait, il fait déjà d'office de visite, c'est-à-dire que sur le transfert, tu peux déjà voir les éléphants du désert, tu peux déjà découvrir le paysage. C'est pas juste on roule pour arriver au lodge, ça c'est pas le but, c'est pas le but du transfert. Ensuite, ils ont toute une journée de découverte de la région de Wanip Valley, de la vallée de Wanip, avant de partir alors avec un 4x4 en direction du Shipwreck Lodge. Alors en fait, c'est un transfert qui dure, comme je disais, entre 5 et 7 heures, 7 heures maximales vraiment, le temps d'arriver, selon les visites et selon ce qu'on voit sur la route. Là encore, on peut voir les éléphants du désert, les girafes. Il y a quand même la possibilité de voir des animaux pendant ce transfert. Alors, de nuit au Shipwreck Lodge, c'est vraiment le dépaysement total. Si les clients ont le budget, s'ils ont le temps, je peux vraiment que conseiller de rajouter une troisième nuit. Parce qu'il y a aussi un moment où je pense que c'est bien de se poser et de ne pas juste vouloir participer à toutes les activités, même s'ils sont bien sûr tout inclus. Alors, les activités en général, le matin, il y a une petite excursion vers le lit de rivière Oarozip, juste pour voir les éléphants du désert. L'après-midi, on peut faire du quad, on peut faire des marches. S'il fait beau, il faut un déjeuner sur la plage, c'est vraiment super. Et puis, le lendemain matin, en fait, on est amené jusqu'à Merwe Bay. Alors, Merwe Bay est à peu près 2 heures de Shipwreck Lodge. Et sur ces transferts, on va découvrir en fait les épaves des bateaux. Il y a une épave d'avion aussi. Je ne sais pas si on appelle ça des épaves, mais voilà, il y a aussi un avion qui a craché là. Il y a beaucoup de squelettes de baleines encore. On peut voir les otaries. Et avec de la chance, on peut voir les hyènes brunes et des chacals aussi dans cette région-là. C'est vraiment un transfert qui est très intéressant. Alors souvent, on a peur quand on dit, voilà, il y a 1h30, 2h30 de transfert, mais c'est vraiment des transferts avec visite, avec découverte. C'est pas juste on roule pour arriver quelque part sans rien voir tout au long du transfert. Et là, en fait, on va repartir en petit avion. Justement, on va repartir en petit avion pour aller jusqu'à Kulala Desert Lodge. On fait le survol du désert jusqu'en bas. Il faut faire un arrêt en fait à Swakopmund parce que justement, on a besoin de faire du plein d'essence. Si les clients veulent, ils peuvent s'arrêter pour visiter. Tout ça peut être arrangé selon les souhaits des clients.
Bien sûr, on a du coup la journée des découvertes du désert du Namib, qui est magnifique aussi. Et le dernier jour, ce retour sur Windhoek avec, si possible, et si elle tente, bien sûr, et le budget, un petit survol en avion du désert du Namib qui est inoubliable. C'est quelque chose que les gens, ils regrettent jamais de faire. Voilà. J'espère que en quelques minutes, je peux vous expliquer un peu sur la Namibie, vous donner envie de vendre des circuits un peu différents. Parce que c'est vrai qu'un des commentaires qu'on a souvent, c'est que c'est toujours un peu pareil, la Namibie. Après, c'est vrai que, bon, on ne va pas réinventer la roue. C'est pas logique de faire des circuits en étoile si c'est plus logique de le faire dans un certain sens ou dans un autre. Mais, euh, mais on peut vraiment faire beaucoup de choses originales. On peut combiner avec des autotours, on peut combiner avions et voitures, on peut combiner des visites très, très intéressantes, des activités un peu différentes. Il ne faut pas hésiter à nous demander parce qu'on cherche toujours des nouvelles idées et on peut vous en donner, j'espère, beaucoup. Voilà. Je pense qu'on va passer aux questions. Alors, pour ce budget, je vais vous parler, alors pour la question du budget, je vais vous parler alors du coup en prix net STO. Je vais vous laisser euh, calculer le prix que vous allez revendre aux clients. Bien sûr, ça dépend de la saison. Alors, il y a vraiment des très grandes variétés de prix, si je peux dire ça comme ça, en fonction des différentes saisons. Alors, par exemple, pour deux personnes qui font ce voyage pardon, je vais les calculer pour vous en euros quand même, pour que ce soit plus facile. Alors, en avril, d'avril à mai, on parle d'un budget de 7 200 euros à peu près, d'avril en mai. Par contre, la saison la plus chère, alors pour ce voyage en particulier, sur une base de deux personnes, on est à 8500, 8600 euros. Ça dépend le taux d'euro. Je l'ai pris à 16, alors 1 euro, 16 dollars namibiens. Voilà, alors selon la saison, 7000, en toute basse saison, janvier à mars, vous pouvez arriver à 6000, 6500 euros jusqu'à 8600 à peu près. Voilà, en prix net. Quand vous parlez de formalités, vous voulez dire pour rentrer de la... Alors, la question est, pouvez-vous faire un point sur les formalités? Alors, je présume que c'est des formalités pour rentrer dans le pays. Alors, pour les Européennes, enfin pour les Européennes, pour les Européens des pays francophones avec lesquels on travaille, c'est-à-dire Belgique, Suisse et France, vous n'avez pas besoin d'avoir un visa avant d'arriver en Namibie. Attention pour les monégasques, il faut demander le visa avant d'arriver. Quand vous arrivez sur place, ils vous font le visa, le tampon dans le passeport. Et en général, vous avez 30 jours. Normalement, c'est 3 mois, mais souvent, ils mettent que 30 jours dans le passeport. Bien sûr, ce sera adapté au voyage. Si le client reste plus long, ce sera plus que 30 jours qui est donné à l'entrée en Namibie. Et le principal, c'est comme pour tout le pays, alors il faut avoir 3 pages vierges, dont 2, une à côté de l'autre, pour pouvoir rentrer. Voilà, vous n'avez pas besoin des vaccins, fièvre jaune, tout ça, sauf si vous venez d'un pays infecté, si vous avez voyagé dans un pays où il y a la fièvre jaune, plus que, je pense que c'est 2 ou 4 semaines avant. Dans ce cas, il faut juste avoir le preuve comme quoi vous avez eu le vaccin contre la fièvre jaune, mais sinon, il n'y a pas énormément de formalités. C'est assez simple. J'espère que ça a répondu à la question. Alors, pour aller sur la côte de Squelette sans dormir au shipwreck, il est préférable de dormir à Palmwag ou à Grootberg. Voilà la question. Alors, en fait, vous ne pouvez pas vraiment aller sur la côte de Squelette sans passer par le Shipwreck Lodge. Vous pouvez traverser le parc de Skeleton Coast, mais vous n'avez pas du tout la même expérience parce que c'est juste une route que vous allez prendre qui ressemble énormément à la région de Palmwag et de Grootberg,
Et une fois quand vous arrivez sur la côte, vous êtes obligé de descendre vers le sud. Vous n'avez pas du tout le droit de remonter vers le nord. Si vous ne dormez pas dans la région de Terrace Bay, alors Terrace Bay, c'est un village très pêcheur. C'est un restaurant d'État aussi. Mais lui aussi, le paysage ne ressemble pas trop à celui de Shipwreck Lodge. Mais sinon, voilà, vous ne pouvez pas juste accéder la côte de Squelette. C'est une concession privée. Ceci dit, en fait, il y a quand même, comment on dit, là, il y a une partie du Skeleton Coast Park, ce qu'on appelle Skeleton Coast Park, qu'on va traverser, mais les paysages sont pas ce que les gens ont vu dans les livres. Voilà, il faut faire très attention. Aussi, c'est pas facile de voir les épaves des bateaux. J'espère que ça répond à la question. Alors, la Namibie, définitivement, vous pouvez venir avec les enfants à partir de 6 ans facile, même moins. Il y a beaucoup de gens même qui viennent avec les enfants plus jeunes. Moi, j'ai dit à partir de 4, 5, 6 ans, c'est vraiment là où ils commencent à apprécier les animaux, les éléphants, toutes ces choses-là. Après, c'est hyper important d'adapter le circuit pour les enfants. C'est-à-dire que, bien sûr, on fait des choses qui intéressent les adultes, les parents, mais les distances doivent être beaucoup plus courtes. Alors, éventuellement, considérer, s'il y a des enfants, de ne pas continuer jusqu'à 16e, mais de juste faire les dunes dans la région de Swakopmund, qui sont pas moches non plus, hein, sont très très belles, et vraiment prendre plus de temps, faire plutôt que de. Il faut s'imaginer quand on fait par exemple 350 km par jour, ça peut faire jusqu'à 6, 7, 8 heures de route par jour, ça dépend combien d'arrêts vous faites aussi sur la route, tout ça. Et avec les enfants, je dis vraiment limiter à 3-4 heures maximales par jour et rester aussi 2 nuits par endroit. Alors, si vous adaptez de cette façon-là, aucun problème. Moi, j'ai mon frère et ma sœur qui ont beaucoup de jeunes enfants avec lesquels ils voyagent un peu à droite à gauche. Mon frère, il a pris son enfant à 6 mois pour faire du camping. Il y a vraiment la Namibie, elle est très saine. Hein. Il y a, à part le Palu, tout à fait dans le nord, il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. On peut quasiment boire toute l'eau, on peut manger les fruits et légumes. C'est un pays climat très sec. Il n'y a pas énormément d'infections. Alors, c'est vraiment un endroit qui est bien pour les enfants. Il faut juste penser aux distances. Il ne faut pas trop exagérer pour les distances. Oui, alors sur ce circuit-là que je vous ai présenté, les transferts en avion sont en avion privé de 4 places. On peut faire par exemple le trajet Kuala-Windhoek en taxi, mais très souvent, c'est pas forcément moins cher de le faire en avion taxi, les trajets. Alors nous, en fait, on calcule en fonction du budget, on va regarder est-ce que ça revient moins cher en taxi ou est-ce que c'est moins cher en privé, et puis on cote en fonction de ça. Après, l'avantage des avions privés, ce que, en avion taxi, souvent, ils sont obligés de faire des stops en cours de route, c'est-à-dire les clients, ils vont décoller, atterrir, décoller, atterrir. En général, ils essaient de limiter à 2 stops maximum. Mais voilà, c'est moins flexible aussi. En avion privé, c'est vraiment flexible. Si vous parlez des fois, si les clients parlent avec leur pilote pour changer, par exemple, une heure de départ, pour quelques raisons, ce sera possible, souvent, bien sûr, dans les mesures de sécurité aussi. Mais voilà, la plupart du temps, on préfère le faire en avion privé. Alors en fait, le circuit que je vous ai présenté, je ne l'ai peut-être pas mentionné assez clairement, mais c'était en autotour. C'est-à-dire que les clients, ils prennent leur voiture en arrivant à Heinichtsburg, on fait l'accueil francophone, mais le lendemain, ils partent tout seuls. Alors oui, il peut se faire sans guide. Il peut se faire avec guide ou sans guide. La prochaine question, où proposez-vous des extensions balnéaires pour ceux qui le souhaitent? Au Mozambique. Oui, c'est ça. Pour nous, en fait, on peut faire des extensions balnéaires. Malheureusement, c'est vraiment au Mozambique. La mer en Namibie étant très froide, entre 18 et 22 degrés selon les saisons. Et du coup, bon, voilà. Les plages sont bien vides, hein, on n'a pas beaucoup de monde, mais voilà, l'eau est pas si chaude.
Et combiner, alors une autre question, est-ce qu'on combine parfois une découverte de la Namibie avec d'autres pays voisins? Oui, définitivement. On a beaucoup de combinés Namibie, Botswana, Chute Victoria. Dans nos départs regroupés qu'on a avec 8 personnes maximum dans nos 4x4, en fait, on a un départ regroupé qui commence à Windhoek jusqu'à Swakopmund, Damaraland, Etosha, et qui traverse en fait la bande des Caprivi pour finir à Chobe et Vic Falls. Et après, on a le même circuit en sens inverse. On a énormément de clients qui réservent en fait avec nous les circuits qui combinent Windhoek jusqu'à Vic Falls par la route et retour. Après, bien sûr, on peut aussi le faire en avion. Ça, il n'y a aucun souci. Le budget, ce n'est pas tout à fait le même. On peut aussi faire des extensions au Cap, par exemple, pardon. Alors, extension au Cap privé, comment y faire pour une visite intéressante en 2 jours pardon, Kalari. Alors, en fait, vous voulez dire quand vous avez rajouté une extension Kalari à un voyage en Namibie, je présume. Alors, pour le Kalari, définitivement, 2 jours, c'est largement suffisant. Si vous avez fait déjà le reste de la Namibie, bon, même sans faire le reste de la Namibie, c'est vraiment suffisant. Ici, les Kalahari, chez nous, on est vraiment à la lisière du Kalahari en Namibie. C'est-à-dire qu'on a les beaux paysages du désert longitudinal, des dunes longitudinales, ils sont vraiment différents de ceux du désert du Namib. On peut faire des marches à pied, qui sont très, très sympathiques pour les gens qui sont un peu plus sportifs. Après, on peut faire des safaris en 4x4. On peut voir des animaux comme les oryx, les springboks. Certains lodges, ils ont des girafes. Il y a des lodges qui proposent des marches à pied avec un guide bushman pour découvrir un peu leur mode de vie, tout ça. Mais c'est vraiment, oui, 2 jours pour moi, je pense que c'est définitivement suffisant pour faire cette visite. J'espère que ça a répondu à la question. Oui, on a des photos des avions privés. Par contre, je ne les ai pas là, malheureusement, mais je peux vous les envoyer. Si vous pouvez nous faire, à la limite, je vais de toute façon envoyer un petit récap de tout ce que je dis et je vais rajouter les avions privés pour vous. Il y a des avions privés de différentes tailles d'ailleurs. Il y en a de 4 places et de 8 places aussi et des 10 places. Alors, existe-t-il des options pour découvrir le côté culturel? Ah, pardon, je suis désolée Rémi, merci. Existe-t-il des options pour découvrir le côté culturel des communautés sans tomber dans les villages reconstruits? Alors, question très intéressante. Et alors, personnellement, moi, je préfère des villages reconstitués. Pourquoi? Parce que, en fait, imaginez-vous que vous êtes tranquillement le week-end chez vous à la maison et vous n'êtes pas un village reconstitué, vous êtes une famille qui fait son petit déjeuner et vous avez un groupe de touristes namibiens qui vient frapper à votre porte et qui vous demande de visiter votre maison, de voir comment vous vivez, de voir comment vous mangez, de voir comment votre fille ou fils se brosse les dents, se brosse les cheveux. En fait, quand on va dans des villages qu'on appelle souvent les villages authentiques, entre guillemets, c'est ça qu'on fait. On va chez les gens, dans leur vie privée, on envahit leur vie privée. Et c'est pour ça que moi, pour ma part, je préfère des villages constitués, des villages de démonstration, des villages qui se sont ouverts au tourisme, parce que c'est des gens qui sont OK pour accepter des touristes, des visiteurs. Ils savent qu'ils vont recevoir des gens dans la journée. Ils sont prêts à ça. Beaucoup de ces villages comptent sur ces visites pour vivre tout le jour. Il y a vraiment des très, très bons villages. Il y a le Damara Living Museum dans la région de Tweefontein. Il y a un Bushman Living Museum. C'est vraiment les gens de la région qui sont créés leur propre village, qui veulent partager avec des touristes, qui veulent leur montrer des choses et qui le font super bien. Et ça leur permet de profiter réellement du tourisme et de dire, voilà, j'ai une frais d'entrée, ça vous coûte tant pour venir nous visiter, pour découvrir comment on vit, pour découvrir qu'est-ce qu'on faisait avant. Peut-être aujourd'hui, on ne le fait plus, mais on vous explique tout ça. Et ça fait sans vraiment envahir la vie privée des gens. Voilà. Après, si c'est des gens qui veulent faire une vraie découverte, qui veulent vraiment passer beaucoup de jours, pas juste venir 2 heures pour voir un village, là, c'est différent. On peut définitivement organiser quelque chose dans les régions un peu plus reculées. Mais pour ça, il faut avoir beaucoup plus de temps.
ou vraiment juste se focaliser sur cette région. Mais voilà, ça c'est mon avis personnel. Après, je pense que chacun a un avis différent sur ça. Bonjour Bianca. Peux-tu nous préciser comment se déroulent les circuits avec véhicules en 4x4 sur le toit? Et peut-on proposer ce type de voyage sur toutes les saisons? Alors, le voyage avec les véhicules, avec les tentes sur le toit, alors en fait, c'est des tentes qui se montent d'abord très très facilement. Euh, En fait, on peut avoir soit une tente quand c'est que deux personnes, soit deux tentes quand c'est entre trois et quatre personnes. Quand il y a une cinquième personne, on commande une tente à mettre par terre. Par contre, il faut réaliser que tout ça s'est rangé dans un 4x4 double cabine et à un moment ou un autre, l'espace va devenir limité sur ces 4x4. Alors, si par exemple vous êtes cinq personnes, ça peut être un peu serré, mais bon, souvent il y a des familles de deux adultes et trois enfants. Moi, je trouve là ça passe tout à fait, mais il faut se limiter un peu au niveau des bagages. Alors, nous, en fait, on réserve le 4x4, on fait l'accueil et on peut réserver aussi les sites de camping. Beaucoup de gens, ils préfèrent en fait avoir quelques nuits en camping et quelques nuits en lodge. Comme ça, ils ne sont pas tous les nuits en camping, ils sont par exemple tous les nuits à manger. Et surtout en haute saison, je conseille définitivement de pré-réserver des hébergements. En Namibie, ce n'est pas du tout conseillé ni très bien vu de faire du camping sauvage. Il y a certaines régions où on peut faire du bivouac, mais après, il faut faire quand même très attention parce que soit il faut voir qu'on n'est pas sur une terre communale ou peut-être les gens ils n'aiment pas trop qu'il y a n'importe qui fait du camping à côté des villages. Aussi, des fois, on peut être sur le chemin des animaux sauvages, comme les éléphants du désert, tout ça. Alors, on n'a pas trop envie de se trouver nez à nez dans la nuit avec un éléphant qui veut aller d'un endroit à l'autre, parce que forcément, ça risque de faire très peur à l'éléphant et aussi très peur aux clients. Et ça peut même avoir comme résultat de conséquences plus sérieuses. Alors, nous, on conseille vraiment de pré-réserver les sites de camping, comme ça, on est tranquille quand on arrive, on est sûr d'avoir la place. Pour proposer ce type de voyage sur toutes les saisons, oui, il n'y a aucun problème. Il faut juste savoir qu'en saison de pluie, ce sera peut-être un peu plus humide. Après aussi, ce que je ne conseille pas, par exemple, c'est faire du camping à Swakopmund. Après, je sais que des fois, certains budgets ne permettent vraiment pas d'avoir des nuits en hébergement dur. Mais Swakopmund, alors sur la côte, si vous vous rappelez bien, et Walvis Bay, c'est des endroits qui sont constamment humides. C'est-à-dire que quand on va partir de là-bas, tout va être un peu humide si on est en tente. Et alors, ça peut être un peu plus désagréable. Mais ça, c'est des choses qu'on va aussi conseiller. Si vous nous demandez des devis pour vos clients, on vous expliquera tout ça aussi. J'espère que ça a répondu à la question. En quelques mots, peux-tu nous dire pourquoi la Namibie? Quels adjectifs ou arguments pour convaincre les clients à venir en Namibie par rapport à d'autres destinations d'Afrique? Alors, je pense déjà que en fait, c'est un pays qui a un peu tout. C'est-à-dire que d'un côté, on a les animaux, mais il n'y a pas que les animaux. Il y a vraiment des paysages qui sont insolites, différents. Il y a les grands espaces ouverts. Ça, c'est quelque chose qui impressionne énormément. C'est ces grands espaces, ces largeurs de paysages. Beaucoup de gens viennent des endroits où il y a des grands bâtiments, des grandes structures. Là, il y a tout qui est ouvert. C'est une sensation de liberté qui est assez, des fois même difficile à vivre pour certaines personnes qui ne sont pas à l'habitude. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça. C'est la variété des paysages, la variété des choses qu'on puisse voir, la sensation de liberté, et puis les gens qui sont vraiment très gentils. Après, je dois être très honnête. Au niveau des services, des fois, on pourrait un peu améliorer. Mais les commentaires que j'ai souvent, c'est bon, les services étaient salés, mais les gens sont tellement gentils que ça ne nous a pas trop dérangé. Voilà. Alors, c'est vraiment ça la Namibie, c'est que ça nous permet un peu de faire plein de choses différentes, tout en étant libre et tranquille et pas voir trop de monde en même temps. Sur le PowerPoint, vous avez beaucoup de mots aussi. J'avais, en fait, sur la partie la Namibie, il y a beaucoup de mots aussi qui expliquent un peu la Namibie. Je pourrais vous l'envoyer aussi.
Voilà. Est-ce qu'il y a plus de questions? Ou est-ce qu'il n'y a plus d'Internet? Allô? Alors, je ne sais pas si c'est un problème technique, mais je vois qu'il n'y a pas de nouvelles questions. Bon. Alors, je vais juste continuer. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez m'entendre encore, Rémi? En fait, il n'y a pas de message. Alors, du coup, je vais juste continuer avec la prochaine question. Et j'espère que, ah voilà, ça avance. Alors, notre Internet, des fois, ici, n'est pas super. Alors, du coup, je n'étais pas sûre si c'était l'Internet ou d'autres choses. Alors, la question de les sites de camping où mettre les voitures avec les tentes sur le toit se situe en général dans les parcs nationaux. Pas forcément. En fait, il y en a des sites de camping dans les parcs nationaux, mais il y en a aussi en dehors des parcs nationaux. Et souvent, ceux qui sont en dehors des parcs nationaux, ils ont des sanitaires et des, comment on dit, des facilités qui sont un peu mieux maintenues. Mais par exemple, si possible, ça peut être sympa de passer au moins une ou deux nuits dans le parc Etosha. Pareil à Sesriem, de passer au moins une fois deux nuits, si possible, dans le parc pour aller dans les dunes de Sossusvlei. Mais ça peut être aussi dehors, c'est pas forcément à l'intérieur du parc. Alors, les nuits sous tente sont également adaptées aux enfants qui ont 5 à 6 ans. Alors là, c'est un point qui est très intéressant que j'avais oublié de mentionner. Merci pour la question, parce que je trouve qu'elle est très importante. Moi, j'ai dit, il faut savoir, les parents, ils doivent connaître leurs enfants. Parce que quand même, on monte sur le toit d'une voiture, sur une toute petite échelle, et il faut être sûr que les enfants, ils sont, comment dire, ils sont pas trop fous pour jouer comme. Je vais dire par exemple mes nièces et mon neveu, moi je ne les mettrais pas sur le tente, sur le toit d'une tente, parce que sur la tente, sur un toit, pardon, parce que je trouve qu'ils sont encore trop jeunes, même s'ils ont 6 ans maintenant, mais ils sont très hyperactifs et puis j'aurais peur qu'ils tombent de là-haut et que ça leur fait mal. Mais après, si c'est des enfants qui sont plus calmes, moi, je dis, ça peut être possible. Ça, c'est quelque chose que, en tant qu'agence de voyage, je pense que c'est très important d'expliquer à vos clients, justement pour ça, et que eux, ils doivent prendre leurs propres responsabilités en décidant ce qu'ils veulent faire. S'ils veulent une tente sur le toit. S'ils partent en camping, par exemple, on peut aussi leur organiser des tentes igloos à mettre par terre. C'est juste, ça prend peut-être 5 minutes de plus pour le monter. Des fois, c'est pas si mauvais que ça, les tentes igloos à mettre par terre, parce qu'en fait, quand on va sur le safari et on a les tentes sur le toit, ben, on est obligé de plier les tentes à chaque fois quand on part quelque part. Or, si c'est une tente igloo par terre, bon, ben, on la laisse, on part en safari, on revient, la tente, en principe, elle est toujours là. Alors, dans un sens, ça peut même être plus facile d'avoir la tente par terre. Il n'y a pas plus de risques au niveau d'animaux, tout ça. La règle, quand vous faites du camping, c'est la tente doit toujours rester fermée. Si elle est sur le toit ou par terre, il faut toujours la garder fermée parce que vous avez des insectes qui peuvent rentrer, des moustiques ou quand c'est par terre, d'autres choses. Bon, voilà, si on fait attention à ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut prendre en charge un groupe pour un événement sportif jusqu'à 45-50 personnes? 8 jours avec hébergement mixte, lodge camping. Oui, ça peut être fait sans souci.
Je pense que ce qui est déterminant ici, c'est vraiment le budget en fonction de ce que les clients souhaitent faire. Mais sinon, il n'y a aucun problème. On a déjà fait des circuits avec on ne le fait pas tout le jour, hein, ce style de circuit, mais on a fait déjà des circuits avec 80 personnes qui ont conduit eux-mêmes en 4x4 sur une partie du voyage. On a fait des circuits pareils avec 40, 50 personnes, 60 personnes qui ont fait une partie en avion, une partie en bus, une partie en 4x4. Tout ça sur une durée de 5 jours. Alors, il y a vraiment tout à faire. On peut, par exemple, il faut juste vraiment exactement savoir ce que les clients veulent. Quand vous dites hébergement mixed lodge et campement, est-ce que les clients veulent participer à monter le camping? Est-ce qu'ils veulent participer à faire la nourriture ou est-ce que tout doit être fait? Forcément, ça va avoir une grande influence sur le budget, mais définitivement, c'est possible. Alors, au niveau de la gastronomie, je ne sais pas si ça c'est toute la question. Que peux-tu nous dire? Alors, je peux dire que la plupart des gens qui viennent. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur la gastronomie? Je peux dire que la plupart des clients qui viennent en Namibie disent qu'ils ont pris du poids. Parce que la nourriture, elle est très très bonne. C'est assez copieux quand même. C'est très européen, avec un petit mix des spécialités locales, comme par exemple, on va pas forcément juste avoir la viande de bœuf, mais on va aussi avoir de l'oryx, du koudou, viande sauvage aussi. Mais sinon, c'est vraiment très classique. C'est des entrées, beaucoup de salades, des légumes. Ici, ils aiment beaucoup manger la viande avec des pommes de terre, avec des légumes. C'est vraiment très copieux. Des très bons desserts. C'est pas aussi raffiné qu'en France. Ça dépend le lodge où on est. Mais voilà, c'est très, très bon. C'est rare qu'on mange mal dans un certain endroit. Après, c'est souvent très varié. On essaie, par exemple, sur certains de nos circuits, de vraiment s'arrêter, par exemple, entre Tweefontein et Swakop. Il y a en fait une femme locale Herero qui peut faire à manger pour les groupes. Là aussi, il y a d'ailleurs un village Imba qu'on visite assez souvent. Ça, c'est vraiment des Imba qui se sont installés là, qui l'argent leur revient à eux, justement, alors c'est leur projet. Et là, on mange plus une cuisine un peu plus traditionnelle et les gens, ils aiment beaucoup ça. En fait, c'est vraiment quelque chose de complètement différent. Alors, quelles sont les règles pour aller hors des sentiers balisés? Alors, en principe, c'est déjà, c'est fortement déconseillé de sortir des pistes parce qu'en fait, à cause du climat très sec qu'on a ici, les traces qu'on met quand on sort des pistes principaux, ils prennent jusqu'à entre 5 et 10 ans pour disparaître. Voilà. Mais bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ont fait des pistes depuis plusieurs années qu'on peut emprunter aussi, qui sont hors des sentiers, hors des routes officielles, on peut dire ça. Alors, sur ces pistes-là, je conseille, si vous prenez ces pistes, de prévenir quelqu'un que vous allez prendre les pistes. Il faut avoir un téléphone satellite, un GPS. Il faut vraiment être bien équipé. Il ne faut pas juste partir à l'aventure comme ça. Il y a une région qui est pas loin de la région de Tweefontein, tout ça. Dès qu'on sort un peu des pistes principaux, bah, on se perd tout de suite. C'est super parce qu'il y a un peu des pistes dans tous les sens. C'est vraiment difficile à retrouver le bon chemin si on ne connaît pas. Et bah, il y a des gens qui sont pas retrouvés le chemin assez rapidement. Et en fait, le monsieur, il est décédé parce que voilà, ils n'étaient pas du tout préparés. Ils n'avaient pas d'eau, ils n'avaient pas assez d'essence, ils n'avaient pas de GPS ni de téléphone satellite. Alors la règle, si on va hors des sentiers balisés, c'est de ne pas détruire et mettre de nouveaux pistes et c'est d'être super bien préparé. Voilà. Alors moi, je suis namibienne. Ça expliquerait quelques erreurs éventuelles du français sur le PowerPoint ou quand je parle. En fait, je suis d'origine allemande, quatrième génération en Namibie. Voilà. Alors, je suis vraiment namibienne. Ah, à pied, pardon.
Alors, si vous voulez sortir à pied, bah, c'est un peu pareil, je pense que si vous voulez à pied quelque part, bon, déjà, il faut être sûr qu'il n'y a pas d'animaux sauvages dans la région. Si vous êtes, par exemple, dans un lodge et vous comptez partir un peu à pied, faire une petite tournée, c'est toujours bien de prévenir, par exemple, les gens du lodge. C'est bien de se renseigner auprès des gens du lodge pour savoir quels sont les sentiers que vous pouvez prendre, où est-ce que vous pouvez peut-être sortir des parties balisées, est-ce que c'est sécure ou pas. Alors, bien se renseigner. Si vous voulez, bah, je ne sais pas, juste laisser la voiture et partir à pied, bah, bien sûr, encore une fois, je pense que c'est bien d'avoir le téléphone satellite, le GPS, vraiment savoir où on va. Je pense que ça, c'est très important. Voilà. J'espère que ça. On peut passer à la prochaine question. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions pour que Bianca puisse vous répondre? Ok. Ah, Gilbert et Flore écrivent. Donc du coup, Des questions. Je voulais aussi juste dire quelque chose sur la Namibie que je n'avais pas mentionné, mais que je pense qui est très important. C'est en fait, il faut réaliser que la Namibie, le charme de la Namibie, c'est le fait qu'on a des petites structures d'hébergement, c'est-à-dire 10 chambres, 8 chambres, 16 chambres. Très rares sont les hébergements qui sont plus que 50 ou 100 chambres. Mais ça veut dire qu'il y a aussi un gros challenge de disponibilité dans les lodges, surtout que la Namibie est vraiment très recherchée en ce moment. Et il faut expliquer aux clients, en fait, il faut vendre la Namibie. Il ne faut pas vendre les lodges en Namibie. Il faut vendre l'expérience et ce qu'on va vivre en Namibie. Par exemple, dans le Damaraland, il y a vraiment des très beaux lodges. Mais si vous vendez un lodge particulier, disons mon Wani, vous le vendez parce que c'est un très beau lodge, il est très particulier, mais il n'est pas disponible, ben, les gens, ils sont souvent très frustrés. Par contre, si vous vendez le Damaraland en tant que quelque chose qui vous permet de sortir des sentiers battus, vous avez des paysages qui changent tous les demi-heures, tous les heures, vous avez la possibilité de voir les éléphants du désert, d'aller sur ce type d'excursion, et il y a des hébergements à des différents niveaux. On peut faire en fonction de ce qui est disponible. Et vous vendez en fait l'expérience, ce qui enlève un peu cette pression de trouver exactement le lodge qui a que 12 ou 14 chambres qui sont peut-être complets déjà depuis 1 ou 2 ans. Par exemple, pour nos circuits regroupés, nous, on a déjà réservé tous nos chambres pour 2021. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles questions? je pense pas qu'il y ait d'autres questions. Donc du coup, merci à vous d'avoir participé à ce webinaire, d'avoir pris sur votre temps de travail. Merci beaucoup à Bianca pour cette magnifique présentation. J'espère qu'elle vous aura très bien plu. Et du coup, si vous souhaitez avoir les données de Bianca, trouvez sur la plateforme Together. Donc, je le rappelle, Together est une plateforme B2B de mise en relation entre les agences de voyage et les réceptifs et qui est totalement gratuit pour vous, les agents de voyage. Donc, n'hésitez pas à venir demander un login, comme ça vous pouvez retrouver tous les contacts de Bianca, numéro de téléphone, Skype et adresse mail. Donc voilà, encore une fois, je vous remercie. Merci Bianca et je vous souhaite une très très bonne journée. À la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.